nous pouvons commencer notre troisième leçon d'introduction générale à l'étude du droit qui porte sur le lexique, qui est la troisième clé qui verrouille les portes d'entrée de la jurisprudence. Après l'organisation de l'État, la présentation de la documentation, la question du lexique est vraiment la troisième clé. Et il n'y en a pas d'autres. Ensuite, nous passerons à l'étude proprement dite de la méthode, du raisonnement juridique, des exercices. Et puis, comme je l'ai dit, nous finirons sur la présentation de ce à quoi conduit les études juridiques en termes de profession et d'activité, en quoi elles sont utiles, et comment et où étudier le droit. Bon. Donc le lexique, c'est un problème, comme pour les deux premiers thèmes que j'ai abordés, c'est un problème à la fois hautement philosophique et extrêmement concret. Donc je me contente d'évoquer des thèmes qui ne demandent qu'à être médités, creusés à volonté. Je voulais commencer par une petite remarque, disons justement philosophique. On prétend souvent, et à mon avis à tort, que le langage juridique est un langage technique, de même que la médecine a son langage, ou l'informatique a son langage, ou l'étude des papillons ou des insectes a son langage. Je ne crois pas qu'avec le langage juridique, on soit dans ce type de langage spécialisé. Bon. J'avais envie de prendre le risque d'inverser complètement la tendance et de dire qu'il ne faut pas opposer la langue commune et la langue vulgaire à la langue du droit. Je crois au contraire que la langue du droit est le cœur du langage. C'est-à-dire que le langage commun, le langage de référence, c'est la langue juridique. Du moins, c'est dans le contexte du droit que la langue trouve son sens officiel, son sens commun. Et d'ailleurs, elle a une caractéristique, cette langue juridique, c'est d'être extrêmement conservatrice. C'est-à-dire que les siècles peuvent passer, les mots du droit que nous utilisons encore aujourd'hui nous permettent de plonger dans le passé jusqu'à 2 millénaires avant Jésus-Christ, voire au-delà. On est vraiment dans les racines du langage. Et moi, j'émets une hypothèse, ça tient au fait que le langage ne nous sert vraiment pas tant à exprimer notre amitié à nos semblables et à dire à quel point on les aime, on s'entend bien avec eux. Ça sert plutôt à exprimer précisément notre hostilité. Ça sert à articuler le conflit. Et c'est exactement en cela que le droit intervient sur le langage. C'est-à-dire que la langue est foncièrement conflictuelle, disons. Et par là, l'état de la civilisation avançant vers justement la structure de l'État, la langue devient juridique. Bien. Alors, ça c'était, disons, une première mise au point sur la nature du lexique. Ensuite de cela, il faut préciser que nous avons dans les termes juridiques un mélange de termes. D'abord, on a des noms propres également. On a des termes qui désignent des institutions ou des personnes précises, des fonctions
Bien. Et puis il y a, de même que dans le langage courant, des noms communs, des notions. Alors, il n'est pas de meilleure façon d'aborder le droit que de recourir à un lexique des termes juridiques ou à un dictionnaire juridique. Hein. Étant donné qu'il n'est pas évident de savoir, lorsqu'un mot est employé, s'il a une acception précise et technique qui, en l'occurrence, est utilisée, ou s'il est utilisé comme on le comprend habituellement. C'est pas évident. Et puis, il y a des mots qui sont plus faciles à, disons, à repérer et qui invitent directement à ouvrir le lexique. Ce sont des mots incompréhensibles. Hein. Il y en a beaucoup dans la langue du droit, des mots techniques. Donc, pour la première série de mots, l'idéal serait de parcourir un index des termes juridiques. Dans tout ouvrage de droit, vous avez un index hein, qui vous fait une liste des notions importantes. Bon. Ou bien, mieux encore, de parcourir le lexique des termes juridiques sans même lire les définitions, mais de regarder les termes. Par exemple, j'ouvre l'ouvrage au hasard, ce qui est un acte de bibliomancie, et je tombe sur « espèce ». Espèce. Vous voyez? Bon, espèce, c'est un terme juridique. Et je peux aller jusqu'à la définition. Tout dépend du contexte de son utilisation du terme. Hein. Alors, connaître le contexte précis dans lequel le terme est utilisé, c'est déjà du droit. C'est déjà faire du droit. Donc, la définition ouvre sur la matière juridique. Par exemple, espèce, affaire, cas particulier. L'espèce, c'est le cas. Voilà. Ainsi dit-on couramment, en l'espèce, les données de l'espèce, les textes applicables à l'espèce. Plus loin, on a une seconde acception, c'est le numéraire, les espèces. Voilà, si vous voulez, un premier exemple. On pourrait multiplier. Deuxième exemple, je prends au hasard, in bonis. In bonis. Et là, on a un terme latin. Alors, c'est une particularité du droit, et ça tient à son conservatisme. On a toujours des termes latins. Et puis parfois, on a des termes français, mais qui sont directement issus du latin. In bonis, alors c'est conservé tel quel. Ça se retrouve également dans tous les droits occidentaux, aux États-Unis, en Allemagne. On a un fond de termes latins qui est resté. Bon. C'est pourquoi, pour aborder cette étude, moi j'inviterais le débutant à se familiariser, sans même comprendre, avec le vocabulaire, à connaître les mots techniques. Tout simplement, alors que les plus consciencieux peuvent apprendre la liste par cœur, hein, c'est pas interdit, mais pour savoir exactement quels sont les pièges de la discipline. Alors, je vais vous indiquer la marche à suivre, c'est-à-dire lorsque vous avez un terme, le meilleur moyen de se livrer à une étude, la première chose à faire pour se livrer à une étude, une fois qu'on a vu la définition et qu'on peut connaître le contexte, si on veut avoir une vue plus précise, c'est avoir recours à son étymologie. Donc, quelle est l'origine du terme? D'où il vient? Et comme je vous l'ai dit, soit c'est un terme directement latin, donc là l'étymologie renvoie au vieux fond indo-européen. Donc là je conseille d'utiliser le vocabulaire des institutions indo-européennes de Benveniste, hein, dont je
dont je fournirai dans le texte imprimé que j'utilise pour sélectionner des termes, je l'avais déjà parcouru à l'époque de l'introduction historique au droit. C'est vraiment le fond du fond du langage. Hein. Là, on puise vraiment dans les racines les plus profondes. Et une fois qu'on a l'étymologie, on peut utiliser également, on peut utiliser le gaffio, et on a vraiment le socle. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir la liste des termes français utilisés le plus communément. Et pour ça, le recours au lexique des termes juridiques, à compléter donc par la liste des vieux termes latins. Et ça, c'est le premier stade. Alors, dans la liste des termes français, on peut avoir recours aussi aux publications officielles. Le ministère de la Justice a par exemple mis en ligne une liste des 100 mots les plus importants de la justice. Alors je vais la parcourir. Vous avez abandon, pour abandon de famille. Voilà un terme juridique. Abrogation, là on est dans les termes juridiques, hein, toujours. Accusatoire, accusé, acquittement, acte, action, aliénation, amiable, amnistie, annulation, appel, arbitrage, arrêt, arrêté, assesseur, assignation, astreinte, assise, attendu, audience, audition, autorité, aveu, avocat, avoué, ayant cause, ayant droit, bail. Bon, je m'arrête là, mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut connaître cette liste de termes. Hein, c'est vraiment S'il y a une chose à apprendre par cœur, on dit parfois que le droit c'est du par cœur, c'est la langue. Ce sont les termes. Alors, on peut faire un recoupement avec une liste de termes latins parmi les plus archaïques. Adagio, adage, hein, j'y reviendrai. Aedificare, aes alienum, auctoritas. Et on a vu qu'on avait autorité, et c'est un terme dont j'ai parlé, c'est un terme fondamental du droit. Avus, ça c'est un terme de la parenté. Civis, c'est civil. Hein. Communis. Communis, avant de désigner le communisme, il désigne quelque chose qui est très proche en réalité du capitalisme, qui est l'appropriation en commun d'une chose. C'est ça le communisme au départ. Hein. J'avais, sur une querelle de langage qui n'est pas une pure anecdote ni une digression, mais qui me permet de vous faire comprendre un petit peu comment vit le langage juridique, j'avais commencé une thèse sur cette question de l'appropriation en commun des choses. Et faisant du droit romain, j'appelais les propriétaires en commun communistes. Et dans des livres jusqu'au XIXe siècle, on les appelait comme ça, des communistes. Bien. Et mon directeur de thèse de l'époque, qui s'appelait Michel Grimaldi, m'avait dit « Vous ne pouvez pas parler comme ça, le terme est devenu trop connoté, il faut dire indiviseur », ce qui est bien moins joli, et ce qui est perturbant parce qu'on se dit qu'il y a une rupture entre le communisme et l'indivision, alors qu'en réalité il s'agit de la même chose. L'archaïsme du langage juridique et son conservatisme, il est primordial pour pouvoir avoir recours aux sources les plus anciennes du droit. Parce que la bibliothèque juridique, elle est constituée d'ouvrages qui ont 2000 ans, 2500 ans. Si tous les 50 ans, vous changez les termes pour les moderniser, vous voyez bien qu'on perd le fil. Et on ne peut plus, et ça c'est une volonté quasiment politique, hein, de modernisation du langage juridique pour rompre avec la tradition. La tradition ne peut pas se passer du langage. Et le langage, de même que pour la communication d'une nation à une autre, il faut un langage commun, de même que pour la communication d'une personne à une autre qui sont en conflit, il faut un langage commun, sinon ce sont les coups qui parlent. Pour communiquer d'un siècle à l'autre, et même d'un millénaire à l'autre, il faut un langage commun. C'est l'évidence même. Et c'est ça dont on cherche à nous priver. Donc, la lutte pour le droit, le combat pour le droit commence d'abord par le langage. Donc, communis, j'ai cédé
Dans ma thèse, j'ai appelé les communistes à des indivisaires. Bon, je le regrette. J'aurais dû parler de communisme. Bon. Il est vrai que ça rend les choses, et c'est là qu'on voit le hiatus entre le langage commun et le langage technique, quand même. J'aurais parlé tout le long de ma thèse de communisme et de communiste. Et ce qui est piquant, c'est que l'autre structure juridique très proche de l'appropriation en commun, c'est le fait, pour différentes personnes, de mettre des biens en commun dans une affaire. Bon. Et ce fonds commun, on l'appelle le capital. De sorte que les différents apporteurs sont les capitalistes. Dès lors, l'une des discussions les plus pointues dans une thèse juridique sur cette question de l'appropriation en commun devient la comparaison entre les communistes et les capitalistes. Bon. On voit bien que ça prête à d'énormes ambiguïtés, puisqu'on n'est pas dans l'économie et la politique générale, on est dans la technique la plus précise. Voilà une illustration. Damnum, délibare, dominium. Dominium, c'est la propriété. Familia, familia, c'est la structure familiale. Gens, c'est le clan. Imperium, jurisprudence, ça c'est le juriste. Ius, donc le droit. Legere, qui a donné lex. Lucrum, peculium. Regula, servare, on pourrait retrouver supplicare, supplicatio, tangere, uxor, etc. Alors voilà pour les mots. Une fois qu'on a les mots, puisqu'on parle du langage, on a les locutions. Les locutions qui peuvent être françaises, mais qui sont de tradition des locutions latines. Là, ce sont des petites expressions qui permettent rapidement d'exprimer de grandes choses et de faire référence à parfois des rayons de bibliothèque entières sont désignés par simplement un mot ou une expression. Alors, je vais vous en donner des exemples, mais là encore, ce sont des listes. Alors là, il y a deux ouvrages fameux de Laurent et Boyer. Il y en a un sur les locutions latines et il y en a un autre sur les adages. Les adages, j'y viens ensuite parce que l'adage, c'est déjà une formule, c'est déjà une phrase. On est déjà dans l'expression. Hein. On est déjà dans l'usage du langage le plus avancé. Alors, j'ai là sous les yeux une liste d'un grand nombre de locutions. Je vais vous en donner quelques exemples parmi les plus connus, les plus répandus, que ce soit en France ou dans les autres pays européens ou occidentaux, ou dans le monde entier en fait, puisque le droit, et par le droit romain, alors est vraiment globalisé. Hein. Bon. Actio in personam. Alors, je ne sais pas si ça parle à l'auditeur, mais actio in personam, c'est l'une des deux catégories d'action en justice. C'est lorsque l'on s'attaque, on demande quelque chose à une personne en termes d'argent. C'est une action contre la personne, qui s'oppose à l'actio in rem, qui là est une action réelle où on réclame quelque chose. Soit on demande quelque chose à quelqu'un, soit on réclame une chose. Hein. Ça, c'est une subdivision. N'entrons pas dans le détail parce que ça fait partie du contenu. D'ailleurs, c'est un point que j'aborde frontalement dans la leçon 2 dans les leçons de droit, le numéro 2 chez Contre-Culture, hein, qui vient de paraître. Actio pro-socio. Alors là, je parlais tout à l'heure du capitalisme. L'actio pro-socio, c'est l'action de l'associé qui agit pour la société, pour défendre la société commune. Actio pro-socio. Ad hoc, ça c'est certaines des locutions sont aussi dans le dictionnaire commun. Hein. Ad hoc, ça veut dire juste pour une fin précise. Ad litem, ça veut dire pour le procès. Locution animus. Alors là, on a un simple terme. Hein. L'animus, c'est la disposition d'esprit. Hein.
Alors les amateurs de Jung verront ça autrement, évidemment, animus anima. Mais non, c'est la disposition d'esprit. Par exemple, l'animus possidendi, c'est la volonté de posséder, c'est-à-dire prendre quelque chose avec l'animus possidendi, c'est-à-dire avec la volonté de se l'approprier, d'en avoir la possession. De même que l'animus testandi, c'est la volonté de faire un testament, c'est la volonté de tester, lorsqu'on rédige quelque chose, par exemple. Hein. Advocatus diaboli, c'est l'avocat du diable. Alors on a aussi des termes qui viennent dans le cours des siècles, on a eu de longs, pour trop longs pour certains, mais de longs millénaires ecclésiastiques qui ont pris en main et en charge le droit, qui l'ont remodelé. Aequitas, c'est l'équité. Auctoritas, casus, c'est le cas. Hein. Casus belli, c'est le cas de guerre. Casus belli. Par exemple, un avion russe survolant le territoire syrien est abattu par un avion turc, on peut parler de casus belli. C'est bon, c'est le contexte pour en parler. Hein. Ou un navire turc transportant de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza est attaqué par des commandos israéliens, ça s'appelle un casus belli également. Bona, clausula rebus six tantibus, corpore alieno, ça veut dire par l'intermédiaire d'autrui. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est, j'allais vous dire, c'est une voie d'accès au droit, il faut s'abîmer dans la poésie des termes, et dans la magie de l'évocation. Hein. Corpore alieno. Alieno, c'est l'autre. Hein. Bon, il faut gloser ce terme. Hein. C'est soit on aliène son corps, soit on est le corps pour un autre. Enfin, il y a quelque chose de profond dans ces termes. Hein. Damnus emergens. Bon, voilà un exemple donc des locutions latines. Ensuite, je passe, et ce sera le terme de ma séance d'introduction au numéro 3, hein, qui porte sur le vocabulaire et le langage, aux adages. Alors voilà le premier adage. Accessorium sequitur principale. Enfin, j'hésite entre la prononciation restituée, qui n'a pas vraiment lieu d'être ici, et la prononciation latine ecclésiastique, mais malheureusement j'ai appris avec la restituée et je suis un petit peu resté dessus. Donc, accessorium sequitur principale. Ça veut dire que l'accessoire suit le principal. Ça a beaucoup les adages, en général, il faut les avoir en tête, et d'un contexte à l'autre, ils s'appliquent. Ou ils s'appliquent à dessein ou mal, peu importe. Ils sont là pour vivre, ils sont là pour trouver des illustrations. Et je peux dire que un adage au milieu d'un procès a toujours un effet électrique. Électrique au sens de la chaise électrique, c'est-à-dire que ça tétanise l'assistance, à commencer par les magistrats. Actor sequitur forum rei. Actori incombit probatio. Alors ça c'est intéressant, c'est à celui qui déclenche le procès qu'incombe la charge de prouver ce qui s'est passé. Voyez ? C'est à celui qui déclenche le procès d'apporter les preuves. Hein ? Actio personalis moritur cum persona. Alors on a aussi des adages français qui viennent soit d'une traduction littérale d'adages latins, soit de la grande époque de la lutte nationaliste française contre le latin, contre l'Église, et qui n'est pas du XXe ni du XIXe, mais qui est vraiment du XVIe siècle et du XVIIe siècle, avec de grands poètes qui, pour beaucoup, étaient d'ailleurs des juristes. Hein. La Fontaine était juriste, par exemple. Alors, voilà des exemples d'adages français. Arrêt lu à l'audience appartient au public. Assez fait qui fait faire.
Autant vaut une simple promesse ou convenance que les stipulations du droit romain. Aux arrêts, point d'arrêt. À l'avocat, la voix, le procureur, la plume. Non, pardon, l'avocat a la voix, le procureur, la plume. Il y en a un autre qui dit la plume est serve, mais la parole est libre. Bâtard ne succède point. Besoin ou nécessité n'a loi. Je continue, la lecture. Le criminel tient le civil en l'état. De minimis non curat praetor. Alors voilà un exemple. Il y a une vie des formules. C'est-à-dire que parfois vous pouvez rapprocher deux formules et vous vous rendez compte que simplement on a interverti un mot, on a changé l'ordre des termes, on a remplacé par exemple là praetor, de minimis non curat praetor. C'est-à-dire le juge n'a pas, ne s'occupe pas des petites choses. On ne peut pas lui réclamer 1 euro, il n'y a pas de procès pour des petites choses. Bon, après, il faut réfléchir sur tout ce que ça peut impliquer. Et on a une autre formule qui dit « de minimis non curat lex ». Ça veut dire le législateur, cette fois. La loi n'a pas égard aux petites choses. Bon. C'est par cette... D'ailleurs, ce sont des formules, pour certaines archaïques, qui remontent à l'époque qui précède le droit, dans l'histoire latine. Et on a des formules qui appartiennent à la magie, en réalité, déjà. C'est-à-dire, on est quasiment dans le chamanisme. Des formules magiques, des formules qui étaient... et qui ont été, comme ça, utilisées ensuite par le droit, et puis pour certaines, forgées. Enfin, duralex sed lex. Electa una via non datur recursus ad alternam. Une fois qu'on a pris un chemin, il ne faut pas en changer. En fait de meubles, la possession vaut titre. Error communis facit ius. Ça, c'est intéressant. Quand l'erreur commune fait le droit. Quand tout le monde se trompe, c'est le droit. C'est intéressant parce que ça veut dire que le droit peut se fonder sur l'erreur. Remarquez qu'on a là communis. On a vu communiste. Bon. Alors on pourrait dire l'erreur des communistes. Bon. Souvent, les adages, je dis ça en plaisantant, mais il y a du sérieux dans toutes les digressions que je fais, souvent les adages ont une destinée qui est un peu hérétique par rapport à leur sens originel. Mais peu importe, c'est la vie des adages. Ils ont une vie qui est... on a des exemples comme ça d'adages qui sont pris à contresens, mais de manière commune. Donc après tout, furiosi voluntas nulla est. Bon, la volonté d'un fou ne vaut rien. Si on fait un testament ou un contrat sous l'emprise de la fureur ou de la folie, ça ne vaut rien. Fiat justitia pereat mundus. Ah, voilà un bel adage pour nos contextes internationaux. Inter arma silent leges. Là, je crois que ça vient du Moyen-Âge. Ça veut dire, en cas de guerre, les lois se taisent. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, dans la guerre, il n'y a pas de règles, ou ça peut vouloir dire son contraire. C'est-à-dire que dans la guerre, il ne faut pas invoquer des lois pour condamner l'adversaire. Et il y a des lois de la guerre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se comporter avec l'adversaire comme si c'était un criminel. Ah, voilà un adage que je rappelle souvent aux juges et qu'il faut avoir en tête quand on est un militant nationaliste, persécuté. Iura novit curia, ou jura novit curia. C'est le juge qui connaît la loi. C'est à la cour de dire le droit. C'est pas à celui qui est poursuivi de connaître le droit. D'ailleurs, il ne le connaît pas souvent. Il faut lui dire, il faut répondre à un juge qui vous demande de dire si vous êtes coupable, je ne connais pas le droit. C'est vous qui connaissez le droit. Le nul n'est censé ignorer la loi s'applique d'abord au juge. C'est le juge qui n'est pas censé ignorer la loi. C'est lui qui la connaît.
Donc, c'est une réponse qui pourrait être une réponse quasi christique, c'est-à-dire, est-ce que tu as commis une infraction? C'est toi qui le sais. Voilà la réponse. Tu as commis une infraction, c'est toi qui le dis. C'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je suis dans la réalité, je suis dans le concret. Je ne suis pas dans l'abstraction juridique. C'est pas mon monde, le monde juridique. Bon, voilà, jura novit curia. On pourrait faire un cours de droit uniquement en commentant les adages. Mauvais arrangement, mieux vaut que bon procès. Lex posterior derogat priori. Alors là, ce n'est pas la loi du postérieur, hein. Quoiqu'aujourd'hui, le droit français devient vraiment la loi du postérieur. C'est le postérieur qui fait la loi. On ne sait pas ce que ça veut dire. Postérieur, c'est qui vient après. C'est-à-dire qu'une loi récente déroge à la loi antérieure. Ça, c'est une vision très révolutionnaire, hein. On pourrait dire le contraire. On pourrait dire les lois nouvelles ne valent rien par rapport aux lois anciennes. Necessitas legem non habet. On l'a dit en français tout à l'heure, la nécessité n'a pas de loi. Nulla pena sine lege, pas de peine sans loi. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Nemo in rem suam actor esse potest. On ne peut pas être... alors ça a donné lieu à beaucoup de sous-adages. Alors on les trouve d'ailleurs aussi chez Platon, chez Hobbes dans la philosophie. On ne peut pas être son propre témoin. Et on ne peut pas être non plus son propre juge. Opposition sur opposition ne vaut. Pas d'intérêt, pas d'action. Ah voilà, l'adage que je cherchais, je vais terminer là-dessus. J'en parle souvent de cet adage. Res judicata pro veritate accipitur. Et là, on est typiquement dans la formule qui vient de la magie, c'est-à-dire que dans la vieille formule latine, c'est res simulata pro veritate habetur. C'est-à-dire que, par exemple, c'est typiquement magique. Quand vous percez quand vous faites des choses, par exemple, sur une poupée magique, en plantant des clous, ce qui est vraiment le truc sorcellerie, magie la plus archaïque, c'est ce qui est simulé sur la poupée vaut pour le corps véritable. Ce que l'on fait de simuler vaut pour la vérité. Et toute la magie est fondée sur cette règle. Et le droit a repris cette formule. C'est-à-dire, la chose jugée est censée être la vérité. C'est-à-dire que toute vérité juridique est une vérité qui a une dimension de fiction. Donc il faut s'en souvenir quand on parle de l'autorité des jugements et quand on a affaire à la vérité judiciaire. Hein. Res judicata pro veritate accipitur. Voilà, donc je terminerai sur ces adages-là, cette leçon 3, et je répète que la leçon prochaine portera sur l'exercice pratique, soit de rédaction d'une note juridique, soit surtout, avant tout, de lecture, c'est-à-dire comment lire en priorité une décision de justice, hein, comment lire un arrêt.